C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et à toutes, 30e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, la grève à Air France, la grève des salariés de plusieurs sociétés d'autoroutes, mais aussi la mobilisation des fonctionnaires et des cheminots pour les mois à venir. Ces dernières journées ont donc été compliquées. Les mouvements sociaux se multiplient en tout cas depuis le début de l'année en France. Néanmoins, quid de la popularité de l'ensemble de ces grèves et surtout quel rapport avec le passé? Nous poserons la question à Stéphane Sirot. Il est spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Nous serons également cette semaine avec Jean-Michel Apathy, l'émérite journaliste, auteur de La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque, un livre dans lequel Jean-Michel Apathy raconte mai 68 tel qu'il l'a vécu dans son village de Vieux-d'Os avec ses parents. Et vous l'entendrez, pour lui, mai 68 n'était pas uniquement parisien, bien au contraire. Et puis enfin, mardi soir, l'élan béarnais accueillait Limoges pour un 103e classico en basket. Franck Payavane était en tribune pour C'est l'info. Il a également rencontré Didier Gadou, ancien joueur et entraîneur français de basketball, actuel directeur général de Polac Orthez. Entretien donc à suivre en toute fin d'émission. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 30e numéro et on entame tout de suite nos premières brèves de la semaine. Sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Ce n'est pas l'idée que je me fais du service public. Voilà ce que déclarait Nicolas Sarkozy il y a maintenant 1 an et demi, lorsque David Pujadas l'interrogeait lors du 3e débat de la primaire de la droite et du centre à propos de cette affaire Kadhafi qui dure 5 ans désormais d'affaires. Et à l'issue de 2 jours de garde à vue dans les locaux de l'Office anticorruption à Nanterre, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption massive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens et placé sous contrôle judiciaire. Et pour Nicolas Sarkozy, cette affaire n'a pas lieu d'être. Nicolas Sarkozy qui déclarait ce soir sur TF1 qu'il n'a jamais trahi la confiance des Français. Écoutez ce qu'en pense Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste depuis maintenant 35 ans. Eh bien, Éric Dupond-Moretti, lui, n'a absolument jamais vu ça. Il y a des faits qu'on lui reproche, d'accord ? C'est le financement de la campagne d'Antact. Moi, je ne connais pas les éléments qu'il y a. Peut-être y a-t-il, et avez-vous raison, des éléments nouveaux. La question, c'est quelle singulière garde à vue ? Puisque on la commence le matin, on la suspend le soir, il rentre chez lui. Est-ce que Philippe Bilger, je ne sais pas Philippe, combien d'années tu as eu de magistrature ? Moi, j'ai 35 ans de barreau cette année. Vous avez jamais vu ça ? Je n'ai jamais vu ça. Non, mais ça, c'est vrai. Ouais. Ça s'est jamais produit. Moi, je ne l'ai jamais vu. Pascal Pro, je ne l'ai jamais vu. Éric Dupond-Moretti, chez nos confrères de CNews avec Pascal Pro. Alors en tout cas pour Nicolas Sarkozy, il n'y a aucune preuve matérielle d'un financement libyen, puisqu'après la décision des juges, la publication dans le grand quotidien de droite en France de ces déclarations sonne comme un début de contre-attaque de la part de l'ancien président de la République. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans l'ancien camp du président, depuis sa mise en examen, les soutiens se montrent de plus en plus timides. Il a fallu attendre jeudi matin pour avoir une réaction officielle du parti Les Républicains. Les ténors, eux, ne se sont pas précipités dans les médias, ni même sur les réseaux sociaux. Les éléments de langage restent pourtant les mêmes que lors de la garde à vue de mercredi, à l'instar de Laurence Saillet, l'une des porte-paroles des Républicains, qui réitère son soutien à l'ancien président, déclarant leur attachement au respect de la présomption d'innocence, tout en dénonçant un acharnement judiciaire. C'est un mot qui revient très souvent à droite. De son côté, le député Éric Ciotti affirme que Nicolas Sarkozy a subi beaucoup d'attaques depuis plusieurs années. Et quant à Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, discret ces dernières 48 heures, il n'a pas pris la parole. En tout cas, pas officiellement. Son entourage a simplement transmis à l'AFP une déclaration lapidaire. Mise en examen ne vaut pas
culpabilité. Pas de son, pas d'image, pas de nouveaux tweets. On a connu soutien plus franc de la part de Laurent Wauquiez, surtout dans des affaires judiciaires. Et c'est d'ailleurs révélateur du malaise ressenti par une partie de la droite qui est fatiguée, embarrassée d'être toujours ramenée aux affaires. La discrétion de Laurent Wauquiez n'est certainement pas étrangère à sa volonté d'ouvrir une nouvelle page pour les Républicains, une nouvelle page dans le monde politique, histoire de tirer un trait sur le passé. Une ambition que les encombrantes affaires de Nicolas Sarkozy, ancien président de la 5e République, ne facilitent sûrement pas. C'est l'info, l'invité de la semaine. Grève à Air France ce jeudi, grève des salariés de plusieurs sociétés d'autoroutes ce week-end, mobilisation des fonctionnaires et des cheminots attendue le 22 mars prochain. Les mouvements sociaux se multiplient depuis le début de l'année en France. Néanmoins, quid de la popularité de l'ensemble de ces grèves? C'est la question que nous allons poser à Stéphane Sirot. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Alors voilà, 8% de syndiqués en France, contre près de 70% dans la plupart des pays nordiques. Les grèves sont-elles vraiment encore populaires dans notre pays ? Plutôt, je dirais, parce que quand on regarde un petit peu avec un certain recul l'opinion publique face aux mouvements sociaux qui ont émaillé, je dirais, les 20 ou 30 dernières années, on constate quand même globalement qu'il y a plutôt un soutien, alors parfois relatif, mais plutôt quand même un soutien qu'une condamnation face à ces mouvements sociaux. Et y compris en ce 22 mars, les sondages qui viennent d'être publiés montrent globalement un soutien plutôt parfois massif d'ailleurs quand il s'agit par exemple des salariés du secteur de la santé, des EHPAD, majoritaire quand il s'agit des fonctionnaires, pour le moment, je dirais plus réservé en ce qui concerne le mouvement des cheminots qui s'annonce, mais on sait aussi que l'opinion publique évolue en fonction également de l'intensité, de la teneur des débats qui ne vont pas manquer de surgir justement lorsque les cheminots vont démarrer leur mouvement concrètement au début du mois d'avril. On est plutôt, je dirais, en France dans un pays où la place occupée par la grève, y compris en termes de mode d'action syndical, de mode d'action des salariés, mais aussi de réception dans la population, tient une place absolument centrale. Et effectivement, vous l'avez dit, les taux de syndicalisation sont beaucoup plus faibles que dans les pays scandinaves, mais pour des raisons qu'ils expliquent très, très simplement. Les pays scandinaves sont dans un syndicalisme de service, alors qu'en France, on est plutôt dans une physionomie de syndicalisme d'engagement, d'action, de pratiques grévistes, qui, en règle générale, à part quelques périodes exceptionnelles, dessinent des taux de syndicalisation qui, dans l'ensemble, sont assez faibles, mais qui n'empêchent pas de développer pour les syndicats des mobilisations qui peuvent paraître disproportionnées par rapport au taux de syndicalisation, mais qui n'en restent pas moins extrêmement vigoureux. Oui, alors en tout cas, si on devait dresser un palmarès des entreprises qui font le plus la grève en France ces 10 dernières années, on pourrait évidemment citer Air France et on pourrait citer la SNCF qui connaît, on va dire, ces mouvements sociaux depuis longtemps. Quel changement pour la SNCF dans la manière de faire grève en 2018 par rapport à 1936, par rapport aux années 60, aux années 90, en 95 ? Alors d'abord, je préciserai quand même que quand on regarde justement les 10-15 dernières années, le nombre de grèves et de journées de grève par salarié de la SNCF a plutôt eu tendance globalement à chuter, hormis effectivement quelques mouvements qui ont pu émailler l'actualité en 2014 par exemple, ou également en 2016 et bientôt. Mais on a plutôt une diminution qui résulte notamment d'un processus qui a été mis en place à la SNCF, comme il l'avait été mis également à la RATP en région parisienne, qui est un processus dit d'alarme sociale qui permet, lorsque cette alarme sociale est actionnée, d'engager une longue phase de discussion, voire de négociation entre les syndicats et la direction de l'entreprise. Et globalement, je dirais que ce système-là a effectivement plutôt pas mal fonctionné dans l'ensemble,
et a permis de fait plutôt une tendance à la baisse des conflits. Alors bien évidemment, dès lors qu'il y a un conflit des cheminots, on en parle, ce qui est normal puisque ça impacte ça touche les usagers. Les déplacements des usagers, donc c'est tout à fait naturel. Concernant les modalités d'action, ce qui s'annonce à partir du début du mois d'avril est très original, d'ailleurs pas seulement chez les cheminots, mais d'une façon plus générale dans la pratique de la grève en France. C'est-à-dire cette décision prise de faire grève 2 jours, puis de reprendre le travail 3 jours et de refaire grève 2 jours ensuite, tout ça pendant environ 3 mois d'après ce qui est programmé. Oui, ça c'est un peu du jamais vu ça dans l'histoire de la SNCF. Voilà, ça effectivement c'est très inédit dans l'histoire de la SNCF et dans l'histoire des mouvements sociaux en général, mais ça correspond à quelque chose qui est toujours recherché dans les conflits du travail, c'est-à-dire d'une part la capacité à désorganiser le service, parce qu'il est bien évident qu'une grève n'a un impact qu'à partir du moment où elle produit une certaine désorganisation, et puis d'autre part d'alléger, je dirais, le poids de la grève pour les salariés eux-mêmes, parce qu'il est bien évident que les retenues sur salaire font que les organisations syndicales doivent évidemment tenir compte de cette variable-là pour être susceptibles de faire durer un mouvement. Donc la méthode qui a été choisie, je dirais, elle conjugue de manière a priori assez habile ces 2 impératifs classiques. Et sur cette grève SNCF, selon vous, peut-elle durer ces 2 jours de travail sur 5 pendant 3 mois? Ça va quand même gravement impacter les usagers et puis ça impactera évidemment les salaires de ces cheminots de la SNCF. Oui, mais je dirais pour ce qui concerne les cheminots, ça permet de faire tourner au fond les retenues sur salaire, parce que ceux qui font grève 2 jours pendant une semaine ne seront pas forcément les mêmes qui la semaine suivante feront grève. Donc si vous voulez, d'une certaine façon, on pourra dire que les retenues sur salaire vont tourner entre les salariés de la SNCF, et c'est justement une des raisons, comme je le disais, qui a sans doute fait choisir ce mode d'action. Concernant les usagers, alors évidemment c'est toujours plus délicat. Cela étant, le calendrier de ces journées de grève a été annoncé presque 3 semaines avant. Il est connu jusqu'à la fin du mois de juin, donc évidemment ça va engendrer un certain nombre de difficultés pour ceux qui avaient prévu de se déplacer à ces dates-là, mais il n'en reste pas moins que le calendrier étant connu de longue date et immuable, je dirais, ça permet aussi pour les usagers de prévoir leur déplacement et éventuellement pour la SNCF de mettre en place des modes de transport alternatifs. Donc je pense qu'il y a aussi dans le choix de cette forme de mobilisation un certain souci tout de même du rapport justement à l'usager, dans la mesure où on sait très bien qu'aujourd'hui dans les conflits sociaux, la variable de l'opinion publique elle est extrêmement importante. Alors, c'est vrai que les syndicats et les grèves occupent le paysage médiatique depuis maintenant une 50aine d'années, mais bien à côté de ces grèves, les manifestations se sont rajoutées au cours de nos dernières décennies. On sait qu'elles sont prisées par un certain nombre de minorités, mais pas que, et elles ont servi, les manifestations, à faire évoluer certaines de nos parties de la société. On pense notamment à la manif pour tous, qui a donc permis le mariage homosexuel. La manifestation est-elle l'alternative à la grève, Stéphane Sirot? Alors, disons que on a ces dernières années un changement de la place occupée effectivement par la manifestation. Ça fait assez longtemps que les conflits du travail s'accompagnent traditionnellement de démonstrations dans la rue. Mais il fut un temps où c'était d'abord, je dirais, la grève et la mobilisation gréviste, et son appendice, c'était la manifestation. Depuis 15-20 ans, on a eu une évolution, à mon avis, assez notable, au sens où, au fond, désormais, dans l'action syndicale, la manifestation tend à primer sur l'action gréviste et parfois même à se substituer à l'action gréviste. Et ça montre aussi ses limites, je dirais, parce que depuis une quinzaine d'années, hormis l'exemple de la lutte menée contre le CPE en 2006, les manifestations, les journées d'action à intervalles réguliers
n'ont pas fait plier le pouvoir politique. Depuis 2003, depuis 15 ans, c'est au contraire une succession de défaites qui se sont accumulées pour les organisations syndicales. Donc ça interroge quand même, me semble-t-il, aujourd'hui, pour ce qui concerne les syndicats, ça interroge sur la place à donner justement à la manifestation, dont on voit bien de toute évidence qu'elle ne se suffit pas à elle-même et qu'en tout cas, à elle toute seule, elle a de plus en plus de mal à obtenir de la part du pouvoir politique un changement de perspective. Oui, et à la manifestation, on peut évidemment coupler le numérique, les réseaux sociaux, la présence sur le web, qui passe aussi par les pétitions. Les pétitions, là aussi, l'avenir peut-être des mouvements sociaux passe par le numérique, passe par les pétitions. Stéphane Siro ? Oui, mais c'est déjà un fait acquis, je dirais, et qui évidemment ne va pas s'arrêter. Je prendrai un simple exemple. Qui est celui en 2016 de la mobilisation contre la loi dite El Khomri, cette fameuse loi travail. Il s'est passé quelque chose de tout à fait inédit dans l'ordre des mouvements sociaux, qui est que la pétition qui avait été lancée sur Internet contre cette loi El Khomri, qui avait recueilli plus d'1 million de signatures, avait engendré une conséquence directe pour les organisations syndicales qui souhaitaient s'engager contre cette loi, et cette conséquence a été d'accélérer leur calendrier. Et de fait, les journées d'action qui avaient été au départ prévues par les organisations syndicales ont été rapprochées, parce que les organisations syndicales se sont effectivement trouvées dans l'obligation, au fond, face au succès rencontré dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux par cette pétition, se sont trouvés dans l'obligation de réagir plus vite, d'accélérer leur calendrier. Donc effectivement, on le voit bien, y compris dans l'action syndicale traditionnelle, la variable du numérique, c'est une variable qui est devenue aujourd'hui absolument incontournable. Merci beaucoup Stéphane Siro d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Merci. C'est l'info, l'invité de la semaine. Nous recevons cette semaine Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous écrivez La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque, aux éditions Amazon, un livre d'une centaine de pages dédié à vos parents, Catherine et Jean-Pierre, qui habitaient avec vous dans le Pays Basque, à Vieudo, si je me trompe pas. Vieudos, voilà. Et on prononce le S. Avec la prononciation. Et pour vous, donc, la liberté d'expression s'est faite bien avant mai 68. Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre. Mai 68 a commencé très tôt. On peut affirmer que lorsque les étudiants sont descendus dans la rue, tout était déjà terminé. Mai 68 a donc débuté, si l'on vous lit, en province et surtout bien avant 68. Oui, bien avant 68, oui. La société française est une société qui, au sortir de la guerre, l'ensemble de la société française vit sous la coupe d'institutions, le poids de la famille, les femmes ont peu de liberté. C'est une société qui est une société un peu archaïque, d'une certaine manière. En tout cas, elle vit selon des traditions qui sont anciennes. Et l'après-guerre, donc après 1945, modifie tout cela. D'abord, il y a le plein emploi, du salariat, la société de consommation est naissante et surtout, il y a un état d'esprit qui fait que les plus jeunes, comme on a signé la paix avec l'Allemagne, comme il y a une perspective apaisée assez inhabituelle dans la vie des gens, les plus jeunes ont envie de davantage de liberté, de bien-être. Ils rejettent assez facilement, à partir du milieu des années 50, le poids de la famille et du patriarche dans la famille, le poids de l'Église qui était très important dans la société française à ce moment-là.
parents, pour parler d'eux, mais des millions de ménages français feront pareil à la même époque, se font construire une maison, ils sont autonomes. Dans cette maison, ils mettent la télévision, ce qui bouleverse complètement la culture. Ma mère passe le permis de conduire, elle achète une voiture, elle devient autonome, elle va où elle veut, quand elle veut, faire ce qu'elle veut. Il y a aussi des progrès de la médecine, et pour la première fois dans les années 60, on débat en France de la possibilité pour les femmes de donner la vie quand elles décident. Et ce sont les premiers moyens de contraception. Ce sont des révolutions culturelles, mentales, spirituelles, intellectuelles, d'une très très grande ampleur. Et toutes ces révolutions saisissent l'ensemble de la société française au même moment. Et quand les étudiants descendent dans la rue, ils sont plus l'expression de cette liberté qu'ils n'en sont les créateurs. C'est pour ça que je dis que mai 68 est fini quand les étudiants descendent dans la rue. Oui, alors vous, Jean-Michel Apathy, vous êtes donc né le 8 septembre 1958, quelques jours d'ailleurs, pour la petite histoire, après le référendum validant la 5e République proposée par le général de Gaulle. Et en mai 68, vous êtes donc à peine âgé de 10 ans. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque ? Pour moi, mai 68, c'est une angoisse très forte parce que je m'en souviens clairement, les images des rues de Paris, où il y avait des manifestants, des CRS, il y avait des voitures brûlées, il y avait des rues dépavées, il y avait de la violence. Alors je n'en comprenais pas, bien entendu, tous les ressorts, ni de cette violence, ni des revendications des uns et des autres, mais c'était l'ordre établi qui était bousculé. Il y avait quelque part, assez loin de moi, puisque c'était à Paris, quelque chose qui s'appelait une révolution et qui m'angoissait beaucoup. Je me souviens de mes parents, mais plutôt de mon père, qui essayait de calmer l'enfant que j'étais en disant que tout ça n'était pas grave, que tout ça trouverait sa solution. Et mon père, qui était à sa manière un vrai 68ard, puisqu'il était de son époque en quelque sorte, mon père comptait bien sur De Gaulle pour régler le problème, ce qui finalement a été fait. Et à la fin de mai 68, tout est rentré dans l'ordre. Et curieusement, si aujourd'hui on en parle, 50 ans après, on a oublié mai 68 dès juin 68. Oui, et en attendant, et alors justement quand vous voyez toute cette célébration, c'est vrai que voilà les grandes radios nationales qui étaient les premières radios privées à l'époque, célèbrent aujourd'hui mai 68. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui finalement avez vécu mai 68 de l'intérieur et bien avant? La célébration de mai 68 est un contresens, parce que ce qui se produit en mai 68, c'est la même mise des courants gauchistes sur ce grand mouvement qui a bouleversé la société française. En mai 68, tous les groupuscules, trotskistes, le Parti communiste pour sa part avec un peu de méfiance, des anarchistes, mettent la main sur ce mouvement-là et se l'approprient. C'est Daniel Cohn-Bendit, Alain Gesmar, Jacques Sauvageau, Serge July. Aujourd'hui, ils incarnent mai 68, alors que, d'une certaine manière, ils n'ont rien fait en mai 68. Et c'est ce kidnapping de l'extrême gauche dans notre histoire que j'ai voulu, pour ma part et modestement, rectifier. Parce que tous ces jeunes étudiants de mai 68, qui pris individuellement étaient et sont extrêmement brillants, séduisants, intelligents, n'ont en fait rien apporté à la société française. Parce que la société française s'est libérée avant eux et sans eux. Et c'est ce hold-up historique, ce hold-up de la mémoire, que je crois il faut essayer d'éliminer, parce que c'est sur cette présence indue du gauchisme que les adversaires, il y en a aujourd'hui, aussi curieux que ça puisse paraître, des libertés individuelles en France, tout le courant de cette droite un peu rance qui pense que c'était mieux avant, s'appuie sur le gauchisme pour dire que mai 68 représente le suicide de la France. Ce qui est absolument faux, parce que mai 68, enfin le mouvement de libération après-guerre de la France, de la société française, a apporté beaucoup de choses aux gens. Et il faut défendre cet acquis. Et il ne faut pas laisser les tenants d'une espèce de réaction tout à fait inappropriée nourrir leur combat de ce détournement gauchiste de ce que l'on appelle mai 68. Oui, et alors les 68ards, ceux qui étaient sur les barricades, je pense notamment à Daniel Cohn-Bendit, est-ce qu'ils vous ont répondu, vous les avez interpellés, qu'est-ce qu'ils en pensent eux? Non, j'espère que j'aurai l'occasion de les croiser ici ou là, sur des plateaux ou à l'occasion de débats, et qu'on pourra en parler. Mais
Daniel Cohn-Bendit, je le connais un peu, puisque dans ma vie professionnelle, ensuite, je l'ai rencontré. C'est un garçon intelligent et sympathique. Il est devenu, malgré lui, la figure de mai 68, mais je crois que même lui en a un peu marre et a été un peu toute sa vie gêné par ce type d'hommage permanent qu'on lui a rendu. Et par ailleurs, il y a certains journaux, j'ai lu un supplément du Parisien par exemple, où une interview d'une autre grande figure de mai 68 figure dans les pages. Il s'agit d'Alain Crivier, qui dit enfin, en mai 68, on était des gamins, on était prêts à rien. Enfin, même eux reconnaissent qu'on les met beaucoup trop en avant et qu'il y a un contresens historique dans l'analyse de leur mouvement. Et encore une fois, je pense qu'il est important d'en prendre conscience de ce contresens historique, parce que l'enjeu, c'est de dire ce que certains contestent, que les libertés individuelles apportées par ce mouvement de libération dans l'après-guerre ont été positives dans la société française, notamment pour les femmes. Il y a des gens aujourd'hui, on le lit dans certains journaux, le Figaro Magazine du 3 mars par exemple, l'écrit explicitement, des gens qui regrettent que l'interruption volontaire de grossesse existe dans la société française. Il y a ce type de combat archaïque que certains veulent mener, et pour le mener, ils dénoncent mai 68 en attribuant à mai 68 des vertus qu'il n'a pas. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre pour préserver ce qui est important, et s'il faut débattre avec les acteurs de mai 68, pour ma part j'en serais très heureux. Ce sont de toutes les façons des gens intelligents et qu'on a toujours plaisir à croiser. Et oui, sans oublier qu'effectivement, mai 68, c'est également l'avènement de la femme, de la voiture pour la femme et de beaucoup d'autres choses, ce qui en fait donc un livre dédié à votre mère. Pour parler un petit peu de vous, Jean-Michel Apathy, donc justement 15 ans après mai 68, vous êtes arrivé à Paris en tant que jeune journaliste et au départ, vous aspiriez pas du tout, mais alors pas du tout à la radio et à la télévision. Hein. Non, je suis arrivé à Paris en 1987, donc 19 ans après mai 68. Et moi, mon souci, c'était la presse écrite. Je n'imaginais pas du tout travailler à la télévision et à la radio. D'où je venais, tout ça pour moi était un monde inconnu, alors que la presse écrite me paraissait plus légitime pour exercer mon travail. Et après, au fil des rencontres, ma perspective professionnelle a un peu changé, mais à l'origine, quand je suis arrivé à Paris, je n'y connaissais personne. C'était mon projet professionnel ne passait pas par l'audiovisuel. Bon, et après, puis ça a été un peu différent. Et puis la suite est arrivée, hein, le grand journal sur Canal+, et aujourd'hui donc la matinale de France Info. Et comme tout journaliste politique influent, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en subissez parfois ces effets avec des messages souvent durs à votre égard. On peut penser que maintenant vous êtes passé au-dessus de tout cela. Hein. Ça m'est un peu égal, oui. Ouais, chacun écrit ce qu'il veut, et ceux qui écrivent les choses qui me semblent bêtes, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un peu de pitié pour eux. Jean-Michel Apathy, donc La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque, un livre que vous avez donc décidé de confier à Amazon. On le retrouve en exclusivité sur la plateforme internet. Hein. Exact. Je me suis mis à ce texte mi-décembre, trop tard pour le circuit de l'édition traditionnelle. Et donc du coup, j'avais le choix entre arrêter d'écrire, et puis ça m'embêtait quand même, de faire de l'auto-édition. Voilà, je n'en suis pas un soldat, mais c'était une solution qui se proposait à moi. Les outils informatiques aujourd'hui permettent de le faire, de donner vie à un texte seul. Et je suis bien content de l'avoir fait, parce que c'est une découverte un peu pour moi, cette démarche et cette manière de faire vivre les textes, qui est assez intéressante. Il y a un contact direct avec des lecteurs qui peuvent laisser des commentaires sur le site, et il y a aussi la facilité de publication. On peut écrire un texte et il est édité tout de suite, et c'est assez positif de mon point de vue comme expérience. Donc j'adore les éditeurs, j'ai plusieurs amis qui travaillent dans ce milieu-là. Ils font un travail remarquable. Je les quitte un peu, mais bon, c'est la vie et les outils modernes permettent de le faire, donc je l'ai fait. Et oui, vivre avec son temps, comme mai 68 a vécu avec son temps. Il faut essayer. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info, et à très bientôt, et bonne continuation. Merci de vous être intéressé à mon livre. Bonne soirée. Les coulisses de l'info,
Gaëtan Hellmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Voilà une chaîne qui a bien vécu, d'abord appelée Ma Chaîne Sport. L'actuel SFR Sport va bientôt changer de nom. Oui Martin, et elle a été annoncée par le PDG, le président directeur général de SFR, Alain Way, lors d'une conférence de presse. Son bouquet sportif va changer de nom à la rentrée pour s'appeler RMC Sport. Il a également expliqué, je cite, « L'objectif est de faciliter la reprise du bouquet sportif pour les autres opérateurs. Ce choix de nom est logique et évident car la radio RMC est la première station de sport. » Un temps évoqué de s'appeler Altis Sport, en référence à la maison mère, il n'en sera rien. D'autant plus que SFR ne changera pas de nom, du moins jusqu'à nouvel ordre. À ce propos, il indique, je cite, « Nous garderons la marque SFR jusqu'à nouvel ordre. On va se concentrer sur le client. La priorité, c'est de gagner des clients. Le changement de nom n'est pas un sujet prioritaire, pas dans les mois ou les années qui viennent. » L'équipe de RMC Sport comportera 200 journalistes et consultants sportifs, 150 personnes à la production et 250 événements sportifs produits par an. RTL, aussi connu sous le nom de Radio Luxembourg, a quitté ses locaux historiques rue Bayard à Paris. Après 82 ans, Martin, fini le 22 rue Bayard à Paris. Bonjour le 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. C'est le dernier à s'y être installé. En effet, depuis quelques semaines, les autres radios du groupe, à savoir RTL2 et Fun Radio, ont déjà pris possession de ces nouveaux studios. La dernière émission, dimanche dernier donc, au siège historique, était le multiplex. La première au nouveau siège était les dessous de l'écran et le RTL Soir Weekend à 18h. Enfin, dernière émission pas si sûre, quelques autres seront encore proposées depuis la rue Bayard durant quelques jours, comme On est fait pour s'entendre ou encore Les Nocturnes de Georges Lang. Un autre encore un peu plus longtemps, cette fois-ci, le temps que le nouveau studio qui accueille du public soit terminé. Il s'agit des Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Oui, alors on en a beaucoup parlé dans les coulisses de l'info, la rémunération des chaînes de télévision, TF1, BFM TV. Désormais c'est M6 qui a passé contrat avec la plupart des opérateurs des FAI, mais M6 s'attaque désormais à Molotov. Et pour expliquer ce qu'est Molotov, Martin, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est une plateforme qui permet, sur tout support, de voir la télévision en mode freemium, c'est-à-dire une offre de base et des options payantes. Molotov compte 5 millions d'utilisateurs. Le groupe M6 demande donc une rémunération à Molotov, mais également aux utilisateurs de cette plateforme. En effet, il demande aussi de proposer M6, W9 et Sister en option payante, contrairement à maintenant où ils sont proposés dans l'offre de base à l'instar des autres chaînes gratuites de la TNT. Par contre, d'autres chaînes du groupe M6 sont déjà proposées par cette plateforme en option payante. Il s'agit de Teva et de Paris Première. Le cofondateur de Molotov, Jean-Marc Denouet, déclarait au Figaro, je cite, « Il n'est pas question de payer pour diffuser des chaînes gratuites » et s'aligne donc à l'argument des opérateurs lors de précédentes requêtes similaires et d'ajouter, je cite toujours, « Si M6 est convaincu de la pertinence du modèle payant sur ces chaînes gratuites, qu'il le teste sur sa propre plateforme ». Par ailleurs, Molotov a également alerté le CSA et l'autorité de la concurrence et de la répression des fraudes. Quoi qu'il en soit, et toujours selon le Figaro, les discussions entre les deux acteurs seraient au point mort. Et on en revient à SFR et à Alain Veil, qui a également annoncé que les lecteurs de Libération et de l'Express devront bientôt prendre de nouvelles habitudes, très bientôt même. Ce mardi, Alain Way, PDG de SFR, a évoqué le futur des titres de presse L'Express et Libération. Et sur ceci, il annonce, je cite, « Notre presse écrite est en voie d'une transformation digitale basée sur le mobile et le digital first. Le meilleur contenu du web sera ensuite sur la version papier. On veut ainsi être les leaders de ce modèle. La rédaction gardera la même taille, mais elle sera désormais portée sur le numérique. » Le directeur général d'Altis Media, Damien Bernet, ajoute que l'Express deviendra un quotidien sur le web. Nous préparons une nouvelle formule de l'hebdomadaire dans un format payant sur le web.
Alain Way rajoute, je cite, le modèle de la presse traditionnelle n'est pas viable. Pour Libération et l'Express, on a pris le taureau par les cornes. Il est important d'avoir des marques solides pour les lecteurs. Si on veut mettre des moyens dans l'enquête et dans le portrait, ce doit passer par le digital, car ce n'est plus compatible avec le gratuit. Cependant, rassurez-vous, il n'y a aucun projet de supprimer le format papier. Et enfin, Leader Price s'invite chez Casino. À Albi, plus exactement dans le Tarn, Martin, afin de trouver un bon positionnement, un franchisé a eu l'originalité, en guise de test, d'intégrer des produits Leader Price dans un géant Casino. Ce qui fait que la devanture arbore les deux enseignes. Depuis lors, l'idée a fait son chemin du côté de Casino et de ce franchisé qui possède quelques 500 magasins, notamment à Malestroit et Agen, où des rayons sont dédiés aux produits Leader Price. Le chiffre d'affaires de ces magasins aurait augmenté de 20 à 25% selon le site de consommation linéaire. Voilà Martin pour ce que l'on pouvait dire cette semaine dans les coulisses de l'info. Excellente semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Gaëtan. À suivre sur C'est l'Info, nous rejoindrons Franck Payanav en duplex du Palais des Sports de Pau, où avait lieu cette semaine le match entre l'élan béarnais et Limoges. Mais avant cela, on va retrouver Alexander Seal dans une petite minute. Il nous parlera du mariage princier entre Harry et Meghan Markle et il y abordera de manière tout à fait détendue les secrets du gâteau. Bonjour Martin. Le prince Harry et Meghan Markle ont choisi un gâteau au citron et au sureau biologique, le elderflower, comme on dit ici en Angleterre, pour leur mariage le 19 mai, au lieu d'un gâteau aux fruits plus traditionnel. Leur gâteau de mariage sera au signe des arômes printaniers et sera recouvert de crème au beurre et décoré de fleurs fraîches. Le couple a fait appel à Claire Ptak, chef pâtissière californienne et propriétaire de la boulangerie Violet à l'est de Londres. Claire Ptak a dit qu'elle était ravie et qu'elle partageait les valeurs du couple sur la nourriture. Comme Meghan Markle, Claire Ptak a été élevée en Californie. Elle a travaillé comme pâtissière chez Panis sous la direction de Alice Walters. Le gâteau de la reine Victoria et du prince Albert pesait 137 kilos et représentait la figure de Britannia bénissant la mariée et le marié, qui étaient vêtus d'un ancien costume grec. Le duc et la duchesse de Cambridge avaient 2 gâteaux pour leur jour de mariage le 29 avril 2011. Le premier était un gâteau, une pièce montée aux fruits glacés, à 8 niveaux, orné de 900 délicates fleurs en pâte de sucre. Le second était un biscuit au chocolat non cuit, le préféré du prince William quand il était un enfant. C'était fabriqué à partir de biscuits du thé par la compagnie McVitie's. Alors, qu'est-ce que c'est le fleur du sirop ? C'est plutôt populaire en dehors de la France, comme au Royaume-Uni par exemple. On en fait des sodas à la fleur de sirop par exemple, ou même simplement de la fleur de sureau pressée. Sur Internet, on en trouve beaucoup de recettes de sirop de fleurs et de sureau maison. Alors la floraison de cette fleur est au printemps, ce qui fait un parfait compagnon pour les beaux jours. Alors espérons que le 19 mai prochain aura beaucoup de soleil et qu'il fera très très beau. À la semaine prochaine. Le duplex avec Franck Payanav depuis le Palais des Sports de Pau. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Franck, vous allez nous parler d'un match très très important qui se tenait cette semaine. C'était mardi soir, un match entre l'élan béarnais et Limoges. C'est un peu le classico du basket français de la Pro A.
Et oui, c'était un match très important pour l'élan Béarnais. C'était le Classico, la 103e édition entre l'élan Béarnais, le club de Pau, la Cortèze et le CSP à Limoges. Alors sans faire planer le suspense plus longtemps, l'élan Béarnais a gagné, score final 84-68. Un match donc très important. On va parler de l'aspect historique, vous le disiez, dans quelques instants. Mais avant cela, on va parler du match en soi et de la préparation. Une préparation pour un match particulier en tout cas. C'est ce que nous a fait savoir Laurent Villa, l'entraîneur de l'élan Béarnais, lundi en conférence de presse d'avant-match. Je vous propose d'écouter. Ça fait partie de l'histoire. Il y a une vraie confrontation. Le match est médiatiquement porté plus haut que d'habitude par rapport à des commentaires, des radios, des interviews. Et encore aussi cette saison par rapport à un reportage qu'a fait Anthony Booth qui s'appelle le Derby. Bon, tout le monde voit ce qui s'est passé dans l'histoire et on a envie d'en faire partie. Et je crois que chacun des joueurs a compris l'importance de ce style de match-là. Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière pour ce Classico ? On a eu peu de temps à vrai dire, donc du coup on s'est concentré sur le jeu. On est resté mobilisé là, depuis le dernier match. Après, chacun en parle à sa façon, dans les vestiaires, en abord du terrain. Je crois que de toute façon c'est présent dans l'esprit de chacun que c'est un match particulier. Donc voilà, un entraînement peut-être pas tant particulier que ça, un petit peu comme les autres habituellement dans le reste de la saison. Mais en tout cas, la victoire, elle était là, mardi soir, au Palais des Sports de Pau. Justement, on était là pour les réactions d'après-match. Deux réactions, celle tout d'abord de Yannick Boccolo, un des joueurs de l'élan Béarnais, et ensuite celle de Laurent Villa, l'entraîneur, très content à la fin de ce match. On va dire qu'on avait deux matchs ce soir, c'était un match important pour nous, pour monter en haut du classement. Et un match spécial puisque c'est Limoges, donc je considère qu'on était vraiment à la hauteur de l'événement et on a répondu présent. Maintenant, faut apprécier le moment et puis il faudra préparer la suite. C'est très bien pour nous et je crois que ce coup-ci on le mérite vraiment parce qu'on a fait un match du début à la fin très dur où on a dû défendre beaucoup parce que sinon ils avaient l'occasion de passer devant et de faire le score pour eux. Et au bout d'un moment ils ont craqué, on a été adroit et voilà, on a fait cet écart. Donc à la fois on a un match plein fait de dureté, et puis un beau match de basket à la fin avec une euphorie, une adresse à 3 points. Je crois que voilà, c'est vraiment très bien, c'est ce qu'on veut. Ah mais celle-là elle est magnifique, le Palais dès le début déjà il était présent. Je crois qu'à la fin aussi tout le monde a rayonné puisque voilà, c'était la cerise sur le gâteau avec cette adresse, c'est je crois 6 tirs à 3 points d'affilée à un moment donné. Et puis bon, l'ambiance, tout le monde qui illuminait les portables, franchement c'était beau quoi, plus la musique derrière. Enfin bon, j'ai pu en profiter la dernière seconde. Alors si on fait le focus sur ce match plus précisément, c'est parce que c'est un match très important pour les habitués du basket français. C'est le Classico, l'équivalent du PSG-OM, un duel qui dure depuis des années et des années. Peut-être une des personnes qui le représente le plus, ce Classico, c'est Didier Gadou, le directeur exécutif de l'élan Béarnais. Il a été joueur également du club entre 1982 et 2002. Nous avons pu le rencontrer mercredi pour qu'il nous raconte un petit peu cette histoire et comment il vit ce Classico qui dure maintenant depuis plus de 30 ans. Bonjour Didier Gadou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présentais il y a quelques instants. Vous êtes ancien joueur de l'élan Béarnais pendant près de 20 ans, entre les années 80 et 2000. Vous êtes aujourd'hui le directeur du club. Alors on va revenir avec vous sur l'aspect historique de cette rencontre. Avant cela, quand même, j'aimerais qu'on revienne sur le match de mardi. Encore une victoire en Classico. Maintenant, on est à 51 victoires de chaque côté. Comment vous avez vécu ce match ? On l'a vécu de façon crispée. Pourquoi ? Parce qu'on a mis beaucoup d'ingrédients à la fois sportifs bien sûr, mais dans l'animation. Et il fallait simplement que tout ça se prenne sur un match stressant. Pourquoi ? Parce que Limoges est venu avec des ambitions, une équipe physique qui était classée mieux que nous, qui a plus de moyens. Puis nos garçons ont surfé sur la dynamique qu'ils ont depuis quelques matchs, de la confiance, de l'enthousiasme. Et puis ça c'est un déroulement où l'équipe a géré très bien les temps faibles et plutôt bien les temps forts. Toujours garder le leadership, même si quand on va y revenir à Limoges, nous spectateurs souffrirons, mais on a participé à la fête et à la fin la délivrance qui vient couronner. Donc c'était 51 victoires qui en plus nous propulse vers le haut du classement et nous fait revenir à une victoire de Limoges et on vient leur souffler un peu sur la nuque, donc c'est encore mieux. Bon alors cette rivalité elle remonte depuis très très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle est venue cette rivalité entre ces deux clubs de maintenant la région Nouvelle-Aquitaine mais avant deux clubs du Sud-Ouest ? Alors comme toutes les légendes, il y a plusieurs sources de conflits. Il y a eu des altercations avec des bagarres, c'est-à-dire des confrontations humaines où dans un certain temps, dans les années 80, on avait le droit parfois de se mettre quelques claques et certainement des coups de poing. Donc il y a eu des grosses bagarres et on se promettait toujours
le retour toujours périlleux. Puis après, il y a eu des petites phrases clés des dirigeants. Pierre Séhin était excellent pour délivrer des petits messages. Il avait inventé déjà le petit texto qui énervait beaucoup nos amis Limougeot. Voilà, donc c'est parti de dirigeants, de joueurs et de rivalité, puisqu'on voulait s'imposer comme étant le meilleur club français. Ils ont eu beaucoup de titres, on en a eu beaucoup aussi. Ils ont été premiers vainqueurs de la Coupe Corac en 83, on l'a été en 84. Et puis derrière, on a joué toujours une rivalité, mais toujours pour être performant, être le meilleur. Bon alors, vous avez joué beaucoup de matchs en tant que joueur lors de ces classicos. Quel est peut-être le souvenir le plus important que vous gardez de cette époque ? C'est souvent les matchs qui étaient déterminants pour les titres, mais moi celui qui était peut-être le plus important dans ma carrière, c'est le match du 12 janvier 91, c'est quand on inaugure le Palais des Sports, ça fait 27 ans exactement. Ce match-là, on passe à la bague au doigt de la ville de Pau, on arrive d'Orthès, dans le marché couvert, on est des Gaulois et on vient à la ville. Et ce jour-là, devant 8000 personnes, on vient battre le CSP Limoges pour le premier match officiel. Donc quoi de rêver de plus beau que de battre notre ami juré dans un Palais des Sports garni jusqu'au centre. Alors maintenant, je le disais, depuis quelques années, vous êtes le directeur exécutif de l'Élan Béarnais. Est-ce que vous gardez cette même ferveur lors des matchs, lors de ces classicos ? Oui, complètement différente, parce que quand on est joueur, on participe à l'événement, donc on est plutôt sur l'aspect collectif, d'être performant individuellement et collectivement. Après, quand on est dirigeant, on a un regard un regard un peu plus externe, où le sportif est primordial, mais on est dans le côté opérationnel et on cherche plutôt la certification du client, tout ce qui est accueil, tout ce qui est spectacle, participant au spectacle, restauration. Donc hier soir, c'est pour nous une très belle journée parce qu'il y a des choses à améliorer, mais on a montré qu'on avait un savoir-faire et ça depuis plusieurs années. Nos clients nous disent, vous avez des choses connectées, moins connectées, mais on est performant. Donc hier soir, la victoire n'a fait que conforter la performance de tout un club. Bon, on va, dernière question, faire le point sur la saison. L'objectif, là, maintenant que l'Élan Béarnais renoue avec les victoires, vous avez changé d'entraîneur il y a quelques semaines. Le but, c'est quoi ? C'est les playoffs ? Alors, je pense qu'il faut se fier au baromètre qui sont les joueurs. C'est les joueurs eux-mêmes qui disent qu'ils ont envie d'aller en play-off et qui sentent qu'ils en sont capables. Donc, moi, ça me fait plaisir. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je crois que s'ils sentent capables d'aller vers le haut du classement, tant mieux pour les dirigeants. Et moi, je ne fais que les soutenir et les encourager. Et quoi de mieux que des joueurs qui déterminent eux-mêmes les objectifs. Donc, comme a dit l'autre, on va les supporter et on est tous derrière eux. Bon, merci beaucoup Didier Gadou d'avoir été notre invité dans C'est l'Info cette semaine. Voilà donc pour cet entretien réalisé mercredi. Dernier point également sur le classement. L'Élan Béarnais est actuellement 9e. Il traversait une période assez difficile il y a quelques semaines. Le changement de coach a permis au club béarnais de remonter un petit peu dans le classement et d'enchaîner les victoires qu'on espère en tout cas ici à Pau, encore nombreuses d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup Franck. Je rappelle que vous étiez en duplex du Palais des Sports de Pau après la victoire cette semaine de l'Élan Béarnais face à Limoges dans ce classico de basket. Merci beaucoup Martin, à bientôt. À la semaine prochaine. Allez, pour terminer, reportage autour du monde du vin. Un monde du vin qui se féminise de plus en plus. Elles deviennent aujourd'hui donc vigneronnes, œnologues, sommelières, chefs de cave et les chiffres le prouvent. En France, un tiers des propriétaires d'exploitations viticoles sont des femmes. 30 ans auparavant, elles représentaient à peine 14%. Mais alors comment ces femmes ont-elles pénétré un monde si masculin ? Reportage d'Altine Lazage en partenariat avec la rédaction de RFI. Je suis en train de remuer manuellement les magnums qui sont sur le pupitre. Chaque jour, matin et soir, le but est de faire descendre le dépôt dans le goulot. Donc par une agitation à droite et à gauche. Nous sommes à la maison de champagne Rocher-Bocard à Vaudemonge, au sud-est de la ville de Reims. Mathilde Bonnevie a repris une petite exploitation familiale et produit aujourd'hui 4 cuvées premiers crus, soit 12 000 bouteilles par an. Pour moi, la viticulture est une passion. Depuis vraiment le tout jeune âge, j'aidais les vendangeurs à récolter les raisins. J'étais à la cuverie autour des vins avec mon papa. Donc ça, depuis peut-être l'âge de 3 ans. C'est pour ça que c'était tout naturel pour moi de me diriger vers des études viticoles et par la suite donc pour la reprise de l'exploitation. J'ai une petite commande à préparer.
C'est vrai que dans les petites exploitations viticoles familiales, il n'y a pas le choix. On passe par toutes les étapes. Je suis enceinte de 5 mois, je vais toujours tailler la vigne. C'est une adaptation. Avec 6 autres jeunes vigneronnes de la région, Charlotte, Sophie, Hélène, Claire, Florence et Lorraine, Mathilde a créé, il y a 4 ans, une association atypique. Appelée Les Fabuleuses, elle défend le champagne au féminin, mais sans être féministe. C'est ce parti pris qui assure le meilleur positionnement possible dans un monde d'hommes. Ce type d'association tend à se multiplier depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, justement, j'ai une réunion donc avec mes copines des Fabuleuses de Champagne. Donc à ce moment-là, je vais vous les présenter. Salut les filles. Salut. Vous êtes en forme? Ouais. Voilà, aujourd'hui, on va présenter tous nos événements 2018. L'événement qui arrive très rapidement, c'est donc au Clos, qui est un bar à champagne, bar à vin à Reims. C'est une dégustation, animation pour découvrir une cuvée par Fabuleuse. Du coup, les filles, donc pour la journée du Clos, la semaine prochaine, Benjamin, il aimerait qu'on rende vraiment la dégustation spontanée, dynamique, que ce soit pas quelque chose de figé. Sophie Milesi, la dynamique du groupe donne les dernières instructions avant l'événement à venir. La quantité de bouteilles sera à peu près sur 200 bouteilles, divisé par en tout. Sophie estime que dans un monde masculin comme celui de la vigne, les femmes doivent prouver plus qu'un homme pour être reconnues dans leurs univers professionnels. Je pense qu'autour de cette table, à nous toutes, vous avez un bon cocktail Molotov de sacré caractère. Et c'est aussi parce qu'on doit toujours aussi ouvrir notre bouche, montrer qu'on est présent, pas se faire écraser, voilà, montrer qu'on peut le faire. Un sentiment partagé aussi par Delphine Brulez. On a quand même toujours un peu plus à prouver que si on était des garçons qui reprenaient l'exploitation familiale. Mais au contraire, c'est bien, parce que c'est un challenge qui est peut-être pas quotidien, mais pas de loin, et qui est vraiment intéressant à relever. Et il n'y a aucune raison qu'une femme puisse pas le faire. De toute façon, le vin, c'est pas une question de genre, hein. C'est pas parce qu'on est un garçon ou une fille qu'on va faire mieux que... C'est vraiment une question de passion, une question de terroir, et c'est un beau petit cocktail. Il faut quand même être honnête, depuis les 5 dernières années, les mentalités ont quand même un petit peu évolué. Mathilde Bonnevie. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes aux têtes des exploitations familiales. On aurait créé cette association il y a 15 ans, là, on aurait peut-être été des dinosaures. Estelle Hecht, elle aussi fille de vigneron, relève aujourd'hui le défi de la tradition familiale. Elle représente la 3e génération de la maison de champagne Rémy Adon à Beru, au nord-est de Reims. En 2014, Estelle, tout juste sortie des bancs d'école, reprend l'exploitation de ses parents. 2 ans plus tard, elle innove, elle lance avec Harmonie Belport-Crochet, une entrepreneuse parisienne, la marque Believe, qui présente une bouteille haut de gamme. Rendez-vous au corps même de son domaine, là où se fait la personnalisation des bouteilles. Alors ici, on va arriver au lieu de customisation, on va dire, de la bouteille Believe. Ça se passe derrière cette porte. Donc Believe, ça a été créé maintenant il y a 2 ans. Donc on a créé cette première cuvée, l'ambitieuse. Et le 8 mars, on sortira notre 2e cuvée. Et cette cuvée est toujours dans la même démarche de l'entrepreneuriat féminin, mais on va dire qu'elle est vraiment poussée puisqu'on travaille exclusivement avec des femmes qui travaillent dans l'artisanat, telles qu'une doreuse en feuille d'or, puisque le cul de la bouteille, ce que nous on appelle la semelle, donc elle est faite en feuille d'or. On a aussi tout un pochon en velours soie qui est conçu exclusivement à la main et qui est brodé également par une femme en fil d'or. Est-ce que c'est une marque de luxe qui veut rompre avec l'image des maisons de champagne traditionnelles ? C'est vrai qu'on voulait aussi montrer que dans une toute petite structure comme la nôtre, on peut aussi faire un produit qui sort de tout ce qu'on peut voir actuellement, ou alors qui se rapproche de certains produits qui sont exclusivement proposés par des grosses maisons. Est-ce que votre père vous aide ? Mon père et ma mère, ils sont encore très présents sur l'exploitation parce que il y a 1 millier de choses à faire sur une exploitation de petite taille. Et si vous voulez, je peux vous emmener voir mon père qui est justement sur l'enjambeur en train de broyer dans les vignes. Allons-y. C'est loin d'ici ? On est à quelques centaines de mètres. Rémi, le père d'Estelle, est en train de broyer les sarments.
À peine descendu du tracteur, il m'explique les initiatives innovantes qu'a prises sa fille et que les hommes de sa génération n'ont jamais osé mettre en œuvre. Estelle, on va dire que c'est ma chouchou peut-être. Non, mais elle investit beaucoup. Ils ont créé une marque Believe. Fallait le faire, faut oser le faire, parce que lancer une nouvelle marque, pareil, c'est coûteux, il faut beaucoup réfléchir, et puis après, il faut trouver la clientèle. Moi, j'aurais pas su faire. Faut avoir une ouverture. Bon, après, c'est sur Paris, c'est dans des milieux que moi je ne connais pas, puis que je ne pourrais pas connaître. Enfin, nous, on est des terriens, nous. Des producteurs. Mais aller plus loin de ce qu'on a fait, je ne saurais pas le faire. On est plus près de la fin que du début. Autre métier dans le monde du champagne où la parité n'existe pas, mais où les femmes font leur place lentement mais sûrement. Le prestigieux titre de chef de cave. Même si elles sont encore bien minoritaires, les femmes chefs de cave se retrouvent tant dans les grandes maisons que dans les coopératives. Autre preuve d'une féminisation en marche du monde du vin. Dans les écoles d'œnologie, près de la moitié des étudiants sont des étudiantes. C'est le cas au prestigieux Institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guillot à Dijon. Il dispose à Marcenay-la-Côte, au début de la route des Grands Crus de Bourgogne, d'un petit domaine viticole. Un centre expérimental où les étudiants mettent en pratique les cours théoriques. Régis Boujon, professeur en œnologie, est en train d'expliquer à ses étudiants le processus de la séparation du vin clair du trouble. Donc ici, c'était bon, on a fini, on pourra refermer. Les métiers de la vigne et du vin deviennent aussi des métiers qui présentent un intérêt pour les filles comme pour les garçons. Alors il est vrai que dans un contexte socio-économique qui n'est pas évident, il y a des valeurs refuges. Tout ce qui tourne autour de la cuisine, de la gastronomie et du vin en particulier, et notamment en France, et qui, en termes d'employabilité et en termes d'expression artistique, puisque finalement on peut considérer que c'est un art de faire un vin, et à ce titre, les filles comme les garçons peuvent être intéressés par ces métiers. Je vous laisse le téléphone, Une brillante étudiante de cet institut, Ludivine Griveaux, est depuis 2015 la régisseuse du domaine viticole de l'Hospice de Beaune, un des plus grands et plus prestigieux domaines bourguignons. Il est connu mondialement à travers sa célèbre vente annuelle aux enchères, vente de charité au profit de l'hôpital de la ville. Ludivine me présente la cave, autrement dit, sa caverne d'Ali Baba. Et on y va y aller tout de suite. C'est plus sombre, c'est plus humide. Ça sent bon. Ça sent bon, et voilà. Tout le monde nous dit ça. Dès qu'on passe le virage, c'est dommage qu'on ne puisse pas retranscrire à vos auditeurs les odeurs. Peut-être qu'un jour on aura cette magie-là avec les technologies, mais pour l'instant, il faut qu'on se permette de bien leur décrire ce qu'on voit. On a une magnifique cave voûtée dans laquelle reposent pour l'instant les dernières pièces qui sont en attente de partir. Donc celles qui sont devant vous, la petite vingtaine qui est là, c'est acheté par les clients. Et puis dans le fond, la petite partie des fûts que vous voyez, c'est la réserve particulière des Hospices de Beaune, parce qu'on en garde toujours pour nous. Depuis qu'elle a pris les commandes du domaine, elle a redynamisé l'institution. Pour preuve, la dernière vente aux enchères a atteint le chiffre record de plus de 13 millions d'euros. C'est toujours difficile de faire bouger un gros navire comme les Hospices de Beaune. C'est normal, tout prend du temps. Le vin prend déjà du temps. Mais encore plus quand on s'inscrit dans l'excellence, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un certain tempo, il y a une échelle de temps qui est différente de la vraie vie. Et je pense que le profil qui a été choisi comme étant comme le mien, par exemple, de quelqu'un de légèrement plus jeune que ce qui avait l'habitude d'être recruté pour ce poste-là, et puis du genre féminin, a contribué à dynamiser certainement, à moderniser aussi un petit peu, à insuffler une énergie. Voilà, le navire a été lancé et il fallait quelqu'un d'énergique et de mon tempérament, certainement. En tout cas, le petit chef d'orchestre que je suis a effectivement eu le bonheur de connaître 3 belles ventes. Tous les efforts qu'on commence de déployer, qu'on cumule d'une année sur l'autre, payent leurs fruits. Alors, est-ce que le vin produit par une femme est meilleur que le vin produit par un homme? On explique que les femmes sont en train de s'installer dans ce milieu-là. Et donc, de le changer peut-être de le changer, du moins de le façonner à leur image. Ce qui ne leur avait pas été donné en termes d'opportunités, en termes d'occasion. Alors,
Vous dire s'il est meilleur ou moins bon, je ne sais pas. J'ai pas cette prétention. Je peux juste faire une approche un peu plus prudente de dire qu'il est certainement différent parce que ce que l'on déploie en étant du genre féminin à un moment donné est incontestablement différent de ce qui est déployé par le genre masculin dans un même contexte. Donc si vous voulez, à situation égale, je crois que d'être une femme ou un homme, on ne prend pas forcément la même décision. Du coup, ça n'a pas le même impact sur l'élaboration du produit. C'est en ça qu'il peut être différent. Mais au final, une femme va chercher en elle certaines fois une part de sa masculinité pour élaborer des vins, et très souvent aussi, les hommes vont chercher une part de leur féminité pour les faire. Donc, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose de plus équilibré qu'avant, plutôt de dire que c'est meilleur ou moins bon? Est-ce que c'est pas plus simplement plus équilibré entre les hommes et les femmes? Et de ce fait-là, ça fait des vins simplement plus équilibrés. Présentes sur les exploitations mais dans l'ombre de leur mari, les femmes s'émancipent et prennent aujourd'hui de plus en plus les commandes de domaines viticoles. Mais attention, ne leur dites pas qu'elles produisent un vin de femme ou pour les femmes. Il s'agit de vin tout simplement. Le vigneron ou la vigneronne produira toujours un vin qui lui ressemble.